Empreinte, une émission conçue, présentée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi, chaque vendredi de 10h à 11h sur Alger Chaîne 3. Amis auditeurs, amis de la Chaîne 3, bonjour. Vous êtes avec Empreinte, votre émission hebdomadaire consacrée aux livres et au monde de l'édition. Elle est conçue et animée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi. Nous recevons aujourd'hui Jawed Rostom Touati. Merci et bonjour. Bonjour Abdelkarim, bonjour à nos chers auditeurs. Merci pour votre aimable invitation. L'aimable invitation, oui, c'est vrai, mais je dois aussi dire à la vérité que cette émission qui sera entièrement consacrée à un hommage à Samia Zenadi. Samia Zenadi, c'est notre éditrice, notre passionnée du livre, notre passionnée donc du monde de la culture et du monde du livre, qui nous a quittés récemment et qui a donc affecté, touché, endeuillé nombre d'écrivains, d'éditeurs et le monde de la culture et de l'édition en particulier. Nous voulons le rendre hommage, on va les rendre hommage et c'était votre idée, à la limite votre initiative. Bien sûr, j'ai dit oui parce que c'était une bonne chose que de lui rendre hommage à cette passionnée qui dirigeait donc les éditions APIC avec son mari Karim Chir et qui l'a dirigé de main de maître et qui avait une ligne éditoriale résolument anticolonialiste. Une ligne éditoriale versée sur l'histoire de l'Algérie, l'histoire contemporaine, l'histoire de la guerre de libération. Entre autres. Bien sûr, Monsieur Jawed Rostom Touati, vous êtes mieux placé pour nous donner plus de détails. D'abord, bien sûr, qui est Samia Zenadi pour que nos auditeurs ne la connaissent mieux ou davantage. D'abord, c'était une femme passionnée, une patriote intègre. C'était une femme qui avait une vision du monde et qui croyait au rôle de la culture dans l'élévation des consciences et donc dans le fait de transformer le monde. C'était une femme qui ne se satisfaisait pas du monde tel qu'il est et qui voulait le transformer mais selon ses modestes moyens. Et donc, elle a songé justement à s'investir dans la culture et dans le livre pour justement partager sa vision du monde aux lecteurs, mais par le biais de tous les grands auteurs qu'elle a permis de publier, qu'elle a fait publier. C'était une femme entière, un caractère bien trempé, avec ses coups de gueule légendaires que tous ceux qui l'ont connue... Elle avait aussi un sourire angélique. Absolument, justement, oui. D'ailleurs, tous ceux qui évoquent sa mémoire l'évoquent avec tendresse. Et elle avait aussi justement ce sourire très bienveillant. Et elle avait ce caractère bien trempé et ces coups de gueule de ceux qui ont le cœur sur la main et donc qui ne transigent pas avec les grandes lignes de leurs principes. C'était une femme très ouverte qui avait beaucoup qui avait une culture très vaste, très éclectique aussi, mais qui ne transigeait jamais. Voilà, j'ai réussi à le prononcer. Jamais sur ses principes, sur l'Algérie était pour elle une ligne rouge, l'anti-impérialisme était un sacerdoce, à un moment où le terme pouvait paraître désuet, alors que justement jamais le monde n'a été aussi ravagé par l'impérialisme. Et donc elle avait à cœur justement de transmettre cette vision du monde à travers tous ces grands noms de la littérature, qu'elle soit algérienne ou mondiale, et surtout aussi africaine, qu'elle a permis de faire connaître. On va y arriver, Inch'Allah. Les éditions APIC, qu'elle a fondées avec son époux Karim Chir, ont permis au lectorat algérien de découvrir les grands noms de la littérature africaine à un moment, de 2003 jusqu'à aujourd'hui, à un moment où on avait Dieu justement que pour tout ce qui se faisait outre-mer, où la machine médiatique ne s'emballait que pour ce qui se publiait outre-mer, avec les effets délétères dont enfin on commence à prendre conscience aujourd'hui. Et Samia Zenadi et Karim Chir, grâce aux éditions APIC, d'emblée avaient posé cette nécessité
de cet échange et de ce dialogue culturel sud-sud. Et donc, ils ont publié des auteurs africains, et deux, et ça c'est encore une plus grande gageure et une plus grande performance, ils ont permis aux auteurs algériens de s'exporter vers les autres pays africains, parce que Samia Zenadi et Karim Cheikh ont été parmi les chevilles ouvrières de la rentrée littéraire du Mali, qui est un peu l'équivalent du SILA au Mali. Et dans la rentrée littéraire du Mali, il y a un grand prix africain qui consacre le meilleur roman africain de chaque édition, et qui s'appelait d'abord le prix Yombo Wologam, et qui est devenu ensuite le prix Ahmed Baba. Et les éditions APIC ont permis à deux auteurs algériens de remporter ce prix. D'abord en 2020. Il s'agit de qui? En 2020, votre humble serviteur, et en 2023, l'immense écrivain Mohamed Abdallah, avec Le vent a dit son nom. Très bien, très bien. Donc, ça confirme à peu près tout ce que j'ai pu lire comme hommage dans la presse, qui a été unanime à rendre hommage à cette grande dame, à cette éditrice, à cette passionnée du livre, qui avait donc une ligne éditoriale nationaliste et qui a ouvert cette brèche importante. C'est vrai qu'on n'avait pas de profondeur vis-à-vis de l'Afrique, ni aucune issue presque. Et j'imagine qu'elle a été parmi celles qui ont revendiqué que notre SILA est un volet consacré à l'Afrique, d'où l'appellation d'ailleurs... L'esprit Panaf, oui. L'esprit Panaf. Oui. Je suis convaincu que ces idées ont germé et ça a permis à l'esprit Panaf d'exister. Absolument, ce fut l'initiative de Samia Zenadi et Karim Cheikh des éditions APIC, cet esprit Panaf, qui avait regroupé des conférenciers, des auteurs de tout le continent, et qui permettait d'abord de véritables échanges, le fait de poser que notre communauté de destin se situait plus avec nos voisins du Sud qu'avec d'autres pays avec lesquels nous avons des rapports qui, même quand ils sont détendus, ils ne sont pas censés être aussi étroits que notre voisinage immédiat. Et de toute façon, dans tout pays qui aspire à la souveraineté doit d'abord développer une intégration régionale. Et donc, ces dernières années, on a beaucoup parlé d'un terme qui est limite tellement devenu à la mode qu'il en est galvaudé et qu'il est utilisé à tort et à travers, à savoir celui de soft power. Et or, s'il y a bien un soft power qui s'étend sur la durée et qui permet réellement de se projeter, c'est la culture et a fortiori le livre. Et donc, Samia Zenadi et Karim Cheikh, dans cette optique-là, dans cette démarche visionnaire, avaient développé les échanges culturels sud-sud, mais aussi ce qu'on appelle tout simplement le sud global. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas seulement de l'Afrique, mais aussi de ce qu'on appelait communément, il y a quelques décennies, le tiers-monde. Et donc, il y avait des échanges avec des pays comme le Venezuela, avec des pays comme l'Amérique, avec des régions comme l'Amérique du Sud. Il s'agissait d'exporter d'abord notre littérature, mais surtout de faire connaître des voix qui nous étaient méconnues. Voilà, et donc de sortir le lectorat algérien de ce qu'on appelle de l'idéologie dominante, et qui n'est dominante que parce qu'elle est adossée à une machine médiatique qui est tout simplement élaborée depuis des décennies pour faire ce travail-là. Parce que dans le domaine du soft power, nous accusons un retard lié à des considérations historiques et économiques, et de leur propre initiative, avec des moyens dérisoires, Samia Zenadi et Karim Cheikh ont entamé ce travail colossal et qui a porté ses fruits et qui a permis aujourd'hui au lectorat algérien de découvrir des perles comme celle de Tierno Monet Mombo, qui est un immense écrivain africain et d'ailleurs qui est courtisé par d'autres sphères à cause de son immense talent et de son impact auprès du lectorat africain. Parce que justement, on peut à juste titre reprocher à des auteurs qui ont du talent ou pas, parfois c'est discutable, et on peut reprocher à des auteurs de vendre leur plume, disons les choses franchement, à certaines sphères. Mais parfois aussi, cette démarche-là, ça n'excuse pas, mais cette démarche-là se fait par dépit, se fait par manque comment dirais-je, perspective. Exactement, c'est le terme que je cherchais. Et donc, ça a été aussi le grand mérite de Karim Cheikh et Samia Zenadi d'offrir des perspectives à des auteurs et de permettre à des voix alternatives de s'exprimer. Et voilà, et de permettre
ne serait-ce que de faire une petite brèche dans cet immense bloc monolithique qui est l'idéologie dominante. Très bien. Alors, vous avez dit quelque chose d'important. Enfin, j'ai relevé que c'est pour moi très important. C'est avec peu de moyens. Parce que beaucoup se plaignent de manque de moyens. Mais vous dites bien qu'avec la passion, la persévérance, avec peu de moyens, on peut faire des miracles. Et les éditions APIC que dirigeait Samia Zenadi avec son mari l'ont prouvé. L'ont prouvé parce que ce qu'ils ont fait, en fait, c'est tout simplement de tisser. Ils ont montré qu'on pouvait tisser des réseaux de solidarité avec d'autres passionnés, d'autres acteurs de la culture en Algérie, mais surtout dans le monde, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Et donc, face à des réseaux qui passent par les officines des ambassades, etc., je pense qu'aujourd'hui, on voit bien comment certains auteurs sont chapeautés par des ambassades et des officines occultes. Et d'ailleurs, qui ne le sont même plus parce que maintenant c'est carrément un visage découvert. Un visage découvert. Elles furent occultes, il fut un temps, et maintenant c'est carrément un visage découvert. Face à ces réseaux-là délétères, Karim Cheikh et Samia Zenadi ont montré qu'il était possible de créer des réseaux, mais avec des gens, justement, de vrais passionnés et de véritables acteurs de la culture qui ont à cœur ce développement en commun et cette communauté de destin que nous avons tous, nous, pays africains. Alors, les éditions APIC, c'est aussi la découverte de nouveaux talents, de nouveaux écrivains, et ceux qui ont été édités pour la première fois. Donc, vous faites partie de ces nouveaux auteurs. Oui. Des auteurs qui ont été donc publiés. Et je peux citer aussi Kader Ferchiche et tant d'autres qui ont eu la chance de trouver en cette maison d'édition une occasion de faire publier leurs manuscrits. Oui, l'une des choses aussi qui caractérisait leur ligne éditoriale, on a parlé de l'anti-impérialisme, on a parlé du panafricanisme et de la solidarité, si je puis dire, tricontinentale. Il y a aussi ce fait il y avait cette sorte de parti pris de l'audace dans la publication. Et donc le fait d'être audacieux dans ses choix éditoriaux et de publier des auteurs inconnus au bataillon, de ne pas miser justement que sur des noms connus et sur un lectorat qui est déjà acquis, mais de bouleverser l'horizon d'attente du lecteur. De ne pas juste... Alors, je mets au défi quiconque de trouver dans le catalogue des éditions APIC ce qu'on appelle un roman de gare. Je peux le faire je jette pas la pierre, mais je peux le faire chez à peu près éditeurs. Tous, chez d'autres, presque tous, en tout cas en langue française. Ce que vous ne trouverez pas, par exemple, chez les éditions APIC. Il y a une rigueur et en même temps il y a une audace, le fait d'être constamment à la recherche de nouvelles voix, à l'inverse de ceux qui cherchent que des voix confirmées. Chez les éditions APIC, c'était l'inverse. Chez Samia, c'était l'inverse. C'était de chercher des nouvelles voix. C'était quand même courageux de leur part. Oui, c'était très courageux, c'était très audacieux. Elle a été créée en quelle année? En 2003. 2003. Voilà. Et d'ailleurs, en 2023, on voulait fêter le vingtenaire, mais voilà, les événements, les occupations de chacun ont fait que le vingtenaire s'est passé un petit peu... disons de manière discrète, voilà, de manière discrète. Mais ce n'est jamais trop tard pour la mémoire de... Voilà, raison de plus, exactement, raison de plus. Mais voilà, ce parti pris de l'audace et qui s'est le plus cristallisé, si je puis dire, dans une collection dirigée par l'un des auteurs des éditions APIC, un des plus grands auteurs algériens vivants et en même temps l'un des plus méconnus, en tout cas l'un des moins connus, à savoir le grand Habib Tengour, qui dirige au sein des éditions APIC la collection Poésie du Monde, et dans lesquels figurent aussi des poètes algériens. Or, tous les poètes qui ont cherché à un moment à se faire éditer ont rencontré ce plafond de verre, ont rencontré ce mur. La réponse connue, la poésie ne se vend pas. Ne se vend pas, ne marche pas, ne se lit pas. Et lorsque vous vous tournez vers les éditions APIC, pour peu que votre poésie vaille le coup d'être publiée, parce qu'il ne s'agit pas juste... Les portes étaient ouvertes. D'aligner jour et toujours, de faire rimer jour et toujours pour se dire poète, mais pour peu qu'il y ait un talent, une fibre, eh bien, les éditions Samia... Habib Tengour n'est pas le premier venu, donc c'est celui qui sait juger la bonne Ça, poésie. c'est au sein de Collection du Monde, mais ça. même au sein des éditions APIC, vous avez de nombreux auteurs et de nombreux poètes qui étaient inconnus au bataillon et qui ont fait leurs armes, voilà, et qui se sont fait connaître grâce à Samia Zenadi et Karim Cheikh.
Bien, un grand bravo encore à cette dame. On connaît l'éditrice, on connaît la passionnée du livre. Donc, qu'en est-il de la femme que vous avez connue? Elle était comment? La personne quoi, de tous les jours. D'une très grande culture, une passionnée de littérature, mais aussi de géopolitique, et d'une culture très vaste et très éclectique. C'est-à-dire, elle personnifiait, disons, quelque chose qui se perd de plus en plus. C'était l'antithèse du spécialiste analphabète, pour reprendre un peu les termes de Mohamed Abdallah, qui avait dans une conférence, je me souviens, qui avait utilisé un terme... Qui a été récemment lauréat. Alors, qui était lauréat du prix Assia Djebbal en 2022 et qui a, dans la foulée, reçu le prix Ahmed Baba en 2023. En 2023. Voilà. Et donc, qui disait dans une conférence, en utilisant une locution allemande, qui parlait des spécialistes analphabètes, c'est-à-dire qui sont dans une sorte de vision vision de tunnel, qui, en dehors de leur spécialité, voilà, sont complètement incultes dans les autres domaines. Et ce sont donc ces spécialistes-là, finalement, qui servent l'idéologie dominante, parce qu'ils sont incapables de voir en quoi leur supposée expertise s'inscrit dans un système de pensée global et dans une idéologie dominante qu'ils renforcent souvent à son insu, ou en tout cas avec une certaine complaisance. Et Samia Zenadi, elle était dans cette vision-là du monde, dans cette culture très très vaste, et qui lui permettait, vous discutez avec elle, vous pouvez parler avec elle de patrimoine, c'est une archéologue. Vous parlez avec elle de géopolitique, de formation. Oui, ouais. Elle est archéologue de formation. D'où son intérêt à l'histoire. Tout à fait. Vous parlez avec elle de géopolitique, mais elle vous cite tous les événements de l'actualité politique partout dans le monde. Vous parlez avec elle d'économie, elle est là. Vous parlez avec elle d'esthétique, elle vous parle des courants littéraires, elle vous parle de poésie, elle vous parle des différences que vous rencontrez chez le style de l'un, chez le style de l'autre. Et donc c'était vraiment une femme passionnée et passionnante, un caractère vraiment entier, et on ne se lassait pas de discuter avec elle lorsque soit dans des rencontres sporadiques, soit dans les rencontres ponctuelles que nous avions aussi là, où son stand était un véritable carrefour et où les gens venaient la voir, même lorsqu'ils ne venaient pas pour les livres parce qu'ils les avaient déjà, ou que tout simplement le budget ne le permettait pas, ils venaient pour discuter avec elle. Avec Samia, et pour entendre un autre son de cloche, et puis surtout pour entendre un autre son de cloche que le défaitisme ambiant, où on se plaignait tout le temps du prix du papier, du prix machin, et Samia était toujours dans cette perspective-là de que faire. Elle était optimiste. En tout cas, elle redonnait confiance aux gens. En tout cas, elle était combative, et elle l'a été d'ailleurs jusque dans ses derniers instants face à la maladie. Ça, c'est important. Elle était combative. Notre ami éditeur aussi, Rachid Bouzid, m'a parlé il a discuté avec elle alors qu'elle était donc à l'hôpital, 24 heures avant sa disparition, et il disait qu'elle parlait de ses projets, qu'elle n'a pas du tout évoqué sa maladie. Au contraire, elle dit non, je me sens bien, je me suis bien rétabli. Et donc, il m'a donné l'image d'une femme très courageuse. Et très digne. J'ignore. Et digne surtout. Oui, parce que j'ignore si vraiment, à ce moment-là, elle avait été vraiment sincère avec M. Bouzid. Parce que moi, quand j'ai parlé à son mari, il m'a dit, effondré, il m'a dit, elle savait. Et donc, mais elle avait à cœur qu'on ne la voit pas, c'est-à-dire malade. Malade dans cet état. Ouais. Elle a toujours été une battante, elle a toujours été un pilier. On ne voulait pas la voir. Et elle ne s'est jamais plainte. Et quoi qu'il en soit, elle ne s'est jamais plainte, que ce soit dans son travail ou dans sa vie ou pour des circonstances personnelles. Donc et elle avait toujours le mot pour rire. Elle ne se prenait jamais au sérieux, elle ne prenait jamais ses petits malheurs ou ses petits bobos au sérieux, même ses grands malheurs. C'était vraiment la combativité faite femme. Bien, chers amis auditeurs, chers amis de la chaîne 3, vous êtes toujours avec Empreinte et nous sommes toujours avec Rostom Jawad Touati et nous évoquons aujourd'hui la mémoire de Samia Zenadi, cette femme exceptionnelle,
à qui donc les gens de la profession ont rendu hommage dans les colonnes de la presse ou sur les réseaux sociaux. Je peux vous demander l'image que vous avez gardée d'elle. Vous gardez toujours d'elle. C'est celle justement d'une battante et de cette notion-là sur laquelle j'insiste, d'une femme qui voulait vraiment transformer le monde et qui ne se satisfaisait pas de la situation telle qu'elle était. Et d'ailleurs, ça se reflète dans sa ligne éditoriale et dans son catalogue. Alors, j'ai parlé de la collection Poésie du Monde. Il y a une autre collection au sein des éditions Rapides qui s'appelle la collection Dissonance, la bien nommée, tiens. Voilà, c'est-à-dire que face à l'écolalie, c'est-à-dire au fait de répéter, on voit les gens très souvent répéter les mêmes choses et le même discours qui est celui de l'idéologie dominante, vous allez avoir chez les éditions Rapides toute une collection qui va vous permettre de voir le monde différemment et de vous armer théoriquement pour affronter justement les transformations en cours. Au moment où, suite au déluge d'Al-Aqsa, le grand pays de la liberté d'expression censure un historien juif, Ilan Pappé, il censure le nettoyage ethnique de la Palestine, qui était publié chez un éditeur français, et il est censuré. Et chez les éditions Apix, le nettoyage ethnique de la Palestine était déjà publié et est toujours disponible. Et n'importe quel lecteur algérien peut y avoir accès. Vous êtes au courant que ce livre est disponible aux éditions APIC et qu'on le trouve dans les librairies. Et c'est un ouvrage incontournable, c'est-à-dire au-delà de l'identité de l'auteur, d'ailleurs qui défend la Palestine. Il y a des gens qui défendent la Palestine. Non, mais qui défend un État unique, démocratique, pour tous. Voilà, qui n'est pas dans ce délire-là, ethniciste, etc. Et qui comprend que le sionisme est condamné et qui le dit. Vous avez l'immense Samir Amin, qui lui aussi est publié chez les éditions Appic, et d'ailleurs qui était très proche de Samias, et il y avait des échanges intellectuels entre les deux, c'était pas juste un rapport. C'est un Égyptien. Voilà. Vous avez Jean Bricmont, un Belge anti-impérialiste, qui a publié un ouvrage lui aussi majeur, qui devrait être un classique, qui figurait il devrait figurer dans toutes les librairies, et notamment dans toutes les universités, au moins en ce qui concerne les sciences humaines, les sciences politiques, à savoir l'impérialisme humanitaire, où il dénonce cette supercherie, justement cet oxymore, l'impérialisme humanitaire, cette supercherie qui consiste à prétendre apporter la démocratie, la liberté et tous ces slogans ronflants dans des pays, mais on apporte tout ça à coups de bombes et de massacres. Voilà. De guerre, de bombes, de massacres et de violences. Exactement. Vous avez Mohamed Taleb, qui lui est un auteur algérien, qui a fait 2 ouvrages majeurs, lui aussi sur la Palestine. Donc quand vous examinez vraiment le catalogue. Voilà, le catalogue des éditions Appic, vous comprenez qu'il y a une ligne éditoriale. À un moment où, les éditeurs ont rarement une ligne éditoriale bien claire, ils ont des garde-fous, mais ça s'appelle pas une ligne éditoriale. Oui. C'est-à-dire, ils savent ce qu'ils ne peuvent pas publier ou ce qu'ils ne veulent pas publier. Par contre, ce qu'ils peuvent publier, ça, c'est très aléatoire. Ils ont une ligne éditoriale, mais surtout, ils font encore partie des rares éditeurs qui publient à compte d'auteur. À un moment de crise structurelle du secteur de l'édition, où de plus en plus d'éditeurs deviennent des imprimeurs, en fait. C'est vrai. C'est-à-dire, vous payez et on vous publie à peu près n'importe quoi. Aucun risque, aucune ligne éditoriale. Non, et on vous publie vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire, sur le plan esthétique, c'est n'importe quoi. Et à la rigueur, les meilleurs d'entre eux peuvent vous effectuer un travail de correction pour qu'au moins votre orthographe et votre syntaxe tiennent la route. Mais sinon, sur le plan esthétique, sur le plan des idées, sur le plan, on se retrouve avec des navets. Sans l'éditorial. Voilà, il y a des navets qui se font publier, et il faut bien le dire franchement, chez des éditeurs qui sont devenus des imprimeurs du fait de la crise. Je leur jette pas la pierre. Et pas n'importe quelle des maisons d'édition. Parfois, oui. Et je leur jette pas la pierre, mais la réalité est là. La réalité est là, et il faut saluer, là encore une fois, avec des moyens dérisoires, cette intransigeance. Ne jamais publier un ouvrage qui ne correspond pas à notre ligne, quand bien même il serait assuré de faire 5000 exemplaires en un mois. Et 2, ne jamais faire mettre la main à la poche à un auteur, mais de toujours assumer jusqu'au bout ce métier d'éditeur. Le métier d'éditeur. Alors, on en a discuté en aparté, et j'aimerais bien que vous nous rappelez le contexte, parce que Samia et son mari, donc Karim Chir,
ont été des anti-caravanes Camus. Celles qui prévoyaient d'honorer cet auteur anti-colonialiste dans l'Algérie indépendante. Alors avec votre C'est quand même incroyable cet épisode, on va dire, cette parenthèse. Alors, alarmante quand on revoit ça. Plus incroyable encore, c'est-à-dire avec votre aimable permission, on va revenir juste quelques années en arrière avec le Salon du Livre de Paris en 2008 qui était consacré à l'anniversaire de la fondation de l'État sioniste. Oui. Voilà. Et Samia Zinadi et Karim Shir, d'abord c'est Samia Zinadi qui tire la sonnette d'alarme, la première. Et ensuite, il y a tout un réseau il y a le philosophe Mohamed Bouhamidi, voilà, qui va écrire un texte chez... Très actif, Mohamed Bouhamidi. Oui, et qui va écrire un texte chez les éditions Impic, c'est-à-dire c'est avec Samia Zinadi et Karim Shir qu'ils vont écrire ce texte pour appeler au boycott de ce salon, qui n'est pas consacré à une culture, mais à un État, et un État colonial et génocidaire. Et qu'il est depuis belle lurette, il n'a pas... c'est juste qu'aujourd'hui, voilà, on le depuis, voit... on va dire 48, on le voit de manière... 49. Voilà, mais c'était le cas déjà depuis 47. Et donc, ils vont appeler à ce boycott. Et donc, il y a un salon du livre qui est consacré à l'entité sioniste. Quelques mois auparavant, il y a Boualem Sansal qui va pondre le village de l'allemand. Odieux roman. Roman, il va nous expliquer toute honte bue que le FLN historique, c'est-à-dire le FLN de la lutte de libération, s'est fait sous des SS. Voilà, à compter un nazi dans ses rangs. Et donc, plusieurs nazis. Voilà, et donc c'est une manière de dire, en fait, que l'idéologie de la lutte d'indépendance était elle-même. Et ce triste individu avait vraiment été contaminé par l'inversion accusatoire des sionistes au service desquels il s'est mis. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui compte dans ses rangs des SS et des Waffen-SS, c'est l'armée coloniale. Vous avez... je me souviens de Hugo qui disait, qui lui-même n'était pas un grand parangon de la lutte d'indépendance. Hugo a cautionné les crimes odieux. Mais qui lui-même a été horrifié par ceux de Saint-Arnaud, qui a dit au sujet de Saint-Arnaud, il avait les états de service d'un chacal. Si Hugo a dit ça de Saint-Arnaud, on pourrait dire de Le Pen qu'il avait les états de service d'une hyène. Or, Jean-Marie Le Pen a été un Waffen-SS. Autour de lui, il avait aussi des Waffen-SS. La légion étrangère sur laquelle s'appuyait l'armée coloniale pour opprimer les Algériens était truffée de Waffen-SS et de nazis. Abdelhamid Benzine en parle très bien dans son ouvrage Le Camp. Et donc, il y a eu déjà ce premier engagement-là contre le Salon du Livre de Paris, et c'est de la Cité Malki, au siège des éditions Impic, que ce mouvement-là est parti, et il a fait tache d'huile, Tunisie, Jordanie, et c'est tout le monde arabe à partir de cet appel, dont le point de départ était le siège des éditions Impic, c'est à partir de là que tout le monde arabe a boycotté ce salon, au moment où des pseudo-intellectuels algériens voulaient nous expliquer qu'il ne fallait pas mélanger culture et politique, et qu'on peut très bien participer à un salon dédié à la fondation d'un État génocidaire tout en se réclamant de la citoyenneté du monde. Non, non, bien sûr que non. Alors, il y a eu ce premier épisode, mais l'impérialisme ne lâchant pas l'affaire et la reconquête par la culture ne lâchant pas l'affaire, on s'est dit, attendez, on va sortir une figure, on va sortir rien de moins qu'un prix Nobel pour faire oublier les Saint-Arnaud et les Cavaignac et les Bugeaud, et on va sortir le Joker Camus. Et il y a cette caravane Camus. Mais cette idée de caravane, elle est venue d'Algérie, elle a émané d'Algérie. Non, pas du tout. C'est relais. Non, elle a été relayée, en Algérie, mais elle a émané d'abord du centre. Elle a émané d'abord des services, évidemment, français, puisqu'il faut se souvenir que des années auparavant, il y a eu la fameuse loi sur la colonisation positive, etc. C'est ça, ouais. Et donc, ça part... 95. Et donc, ça part du centre culturel algérien, mais ça n'a pas été... l'initiative, elle, émane de plus haut dans les strates des officines françaises. Et donc, il y a cette caravane qui a la prétention, de redorer
Le blason de la colonisation. Voilà, et deux, de nous expliquer comment nous devons lire Camus et comment nous devons le comprendre, et comment en faire finalement non seulement un Algérien, ce qui n'a jamais voulu être, en tout cas pas l'Algérie indépendante et l'Algérie unitaire, mais surtout d'en faire le parangon, d'en faire en fait le sorte de modèle de l'Algérien. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce qu'a produit de mieux finalement l'Algérie, à savoir ce prix Nobel-là. Voilà. Et de nous expliquer comment lire Camus. Et là encore, Samia Zenadi et d'autres intellectuels se sont mobilisés pour dire stop. Ce qu'est l'écrivain, dans le texte, c'est une chose. Et ça, il y a les critiques, les historiens, ce que vous voulez pour le dire. Mais la récupération politique de Camus et surtout cette mise sous tutelle des intellectuels algériens et des Algériens en général pour nous dire comment appréhender, comment lire, comment comprendre un auteur, et qui plus est un auteur controversé, ça c'est hors de question. Nous sommes parfaitement autonomes dans notre lecture. Camus est enseigné, Camus est critiqué, Camus est encensé. Tout cela en Algérie par différentes sphères, par différents acteurs de la sphère intellectuelle algérienne. Nous n'avons pas besoin de votre tutelle pour nous expliquer ça. Mais il faut bien quand même rappeler aux éditeurs qu'il y avait beaucoup d'adeptes de Camus, beaucoup ont été favorables à cette caravane. Certes, alors, mais le problème, adepte de Camus, quand on dit adepte de Camus, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est adepte de son style? Est-ce que c'est adepte de son œuvre? Non, alors je ne parle pas du style. Voilà, c'est-à-dire, la plupart de ceux qui ont défendu la caravane, si vous les poussez un peu sur l'œuvre de Camus, sont incapables de dire quoi que ce soit de pertinent dessus. Et donc c'est vraiment non pas l'œuvre et l'écrivain, c'est-à-dire ce n'était pas l'œuvre d'académicien, c'était l'œuvre de politicien avec des dessins politiques derrière et des dessins idéologiques. Or, si de toute façon toute littérature s'inscrit dans des enjeux idéologiques, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, venez à visage découvert et ne vous cachez pas derrière l'emblème Camus et derrière le prix Nobel, etc. Il y a quelqu'un qui a saisi cet appel des officiers no vol, ça doit être que Kamel Daoud, qui a écrit après. Bien sûr, alors qui est rentré dans le pays de Camus. Alors on n'a pas lâché l'affaire, on s'est dit tiens, la caravane Camus est rentrée dans un mur. Moi, je refais le défi. Non, alors c'est même pas. Non, mais il n'a rien relevé du tout. C'est pas son initiative, de son propre aveu. Alors, non, d'accord. D'accord. Donc la caravane Camus. Ah, il a avoué que c'était pas son initiative. Mais le livre. Oui, bien sûr. De son propre aveu, c'est connu. Alors non seulement c'est de son propre aveu, mais en plus c'est connu. Quand bien même il n'aurait pas avoué, mais il a avoué, c'est documenté. Il le dit sans embâche et dans plusieurs tribunes différentes. Bon, qu'est-ce qu'il dit pour les auditeurs? Je rappelle seulement que donc la caravane Camus 2012 rentre dans le mur. Et 2010, rentre dans le mur. Et grâce à l'initiative, entre autres, de Samia Zenadi et Karim Cheikh, encore une fois. Et Mohamed Bouhamidi et d'autres intellectuels, Abdelhamid Dassier, Ahmed Ben Saada, etc. Et d'autres que j'oublie, mais que je remercie et dont je salue l'engagement. Et ensuite, 2013, il y a un anniversaire de Camus, je ne sais plus si c'est celui de sa mort ou de sa naissance, et les éditions Balzac propose, et c'est lui-même qui le dit, il dit mon éditeur m'a proposé de faire un ouvrage sur Camus. Et donc voilà, on nous serine une grande œuvre fêtée partout, mais qui en fait était tout simplement un travail de commande. Et on voit comment derrière la figure de Camus, il y a cette idée que la colonisation n'a pas donné que des sanguinaires, elle a donné un grand écrivain que vous devriez célébrer, mais dont vous devriez même célébrer la supposée fraternité, alors que lui n'en voulait pas. Ceci d'une part. Et donc on surfe sur ça et on récupère encore une fois la littérature et la culture pour des fins de reconquête idéologique. Parce que toute domination politique et économique s'accompagne de son appareil idéologique. Et le plus grand vecteur de l'idéologie, c'est bien sûr la littérature, parce qu'elle bénéficie de ce prestige qui fait qu'elle est moins soupçonnée, ou en tout cas qu'il est très difficile de la remettre en cause. Voilà. Et donc, et ça, le couple Samia Zenadi et Karim Cheikh, on était conscients. On était parfaitement conscients, se sont opposés à cela par leur engagement personnel, par des textes de Samia Zenadi qui est une plume magnifique. Mais
c'est une écrivain de talent, d'ailleurs, qui a aussi écrit un très beau livre sur le patrimoine algérien. Et c'est une plume vraiment magnifique. C'est un style percutant, comme la femme elle-même, d'ailleurs. C'est la femme faite style. Bon, c'est presque un truisme de le dire. Mais surtout, ils en étaient tellement conscients qu'ils se sont dit, on va pas en rester à la réaction, on va donner des armes pour lutter contre cela. Et donc, ils vont publier un monument de la critique de l'idéologie dominante, à savoir Edouard Saïd. Et vous pouvez trouver dans le catalogue des éditions Apic un grand classique, culture et impérialisme, qui lui aussi doit figurer dans la bibliothèque de quiconque s'intéresse à ces enjeux. Absolument, absolument. Donc, ce néocolonialisme ne baisse jamais les bras. Certes. Et continue. On l'a vu récemment. On l'a vu avec Kamel Daoud, on l'a vu avec Sansal, et on l'a vu certainement avec d'autres. Oui, on le voit moins avec d'autres, mais là encore, c'est des enjeux qu'il faut saisir. Et ces enjeux-là, très 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 rapidement, dès le début de leur engagement dans la littérature, Samia Zennadi, Karim Cheikh l'ont saisi, et ils ont eu à cœur constamment, non pas juste de dénoncer de manière... c'est-à-dire de ne pas être juste dans la réaction, mais d'être dans la proaction, et donc de fournir les armes intellectuelles, de fournir les outils conceptuels pour, décortiquer et déconstruire ce genre de discours, mais surtout, de produire une littérature désalignée. Donc de donner la parole à des auteurs comme Mohamed Abdallah, de l'exporter non seulement en Afrique, mais aussi en France, parce que maintenant le livre de Mohamed Abdallah est édité en France. Voilà. Mais ça, c'est pas tambouriné, évidemment, puisqu'il ne nous crache pas dessus. Oui. Voilà. Bien au contraire, c'est un livre sur l'engagement des intellectuels dans la Révolution. Ah, ça, c'est pas ça que vous allez trouver au journal de 20h en France. Jamais, jamais. Alors, chers amis auditeurs, amis de la chaîne 3 et de l'émission En Prête, nous sommes toujours avec notre invité du jour, Jawed Rostom Touati, et nous rendons hommage à une grande dame de l'édition et du livre, Samia Zennadi. On ne lâche rien, le néocolonialisme ne lâche pas, et nous devons être plus vigilants, parce que la culture, c'est éminemment politique, et on a l'impression que notre perception de la culture, enfin je dis notre, de façon générale, on le voit, on le perçoit du côté plutôt divertissement qu'autre chose. On ne fait pas attention à la chose politique et à tout ce qui charrie comme idéologie. En fait, il y a les deux pendants, c'est-à-dire soit on va considérer que la culture égale, la culture est synonyme de divertissement, comme vous l'avez si bien dit, et donc ça ne prête pas à conséquence. Et donc vous avez des romanciers de gare qui ont investi ce secteur-là, c'est-à-dire derrière des trames et des rebondissements, etc., dignes des romans de gare et dignes du cinéma vraiment, c'est-à-dire de masse, vous avez des thèses idéologiques qui sont distillées. Et puis à côté, vous avez des auteurs qui ont la prétention de faire de la grande littérature, mais qui eux aussi sont au service de thèses idéologiques. Le problème, c'est que l'écrivain jouit d'une aura, la littérature jouit d'une aura, d'un prestige, qui fait que les gens ont du mal à concevoir qu'un écrivain n'est finalement, mais que certains écrivains ne sont finalement que des mercenaires à qui, on donne des canevas, à qui on souffle les idées, à qui on souffle la trame. Et à qui on assure une médiatisation. Et derrière, à qui on va assumer une médiatisation. Donc maintenant, c'est le moment de taper sur... C'est tout un processus étudié. Voilà, à un certain moment, il est de mise de taper sur Cuba. Vous avez 3-4 auteurs qui vont se mettre à taper sur Cuba. Et qui vont même se chamailler entre eux par éditeur interposé en disant « Ah, il est sorti avant moi, c'est la faute de l'éditeur, il aurait dû me sortir avant, etc. » Lui, c'est un romancier de gare, moi je suis un vrai écrivain, alors que vous, tous les deux, vous êtes dans le même truc idéologique. Au lendemain, presque au lendemain, parce qu'il fallait pas que ça se voit trop, mais vous avez 2005, la loi sur les bienfaits de la colonisation. Quelques années après, vous avez ce que le jour doit à l'ennui, qui nous montre une Algérie fantasmée. Bon, ah oui, j'ai fait un lapsus. Bon, révélateur, le lapsus. Voilà. Ce que le jour doit à la nuit et qui a été adapté à l'écran. Oui, par un sioniste, comme par hasard. Voilà, comme Alexandre par hasard, Arcadie, oui, tiens. Arcadie. Ouais. Voilà, donc... tout est dit, quoi. C'est la boucle est bouclée. Mais
les gens, très souvent, ont du mal à comprendre. C'est-à-dire, ils sont obnubilés, par le fait que ces gens-là sont portés au nu par les médias occidentaux. Or, nous souffrons... Enfin, quand on dit occidentaux, français. Bon. Oui, ailleurs aussi. On donne des tribunes dans le Times, etc., le Washington Post. C'est d'ailleurs là qu'ont été commis une partie des articles sur Cologne. Mais nous souffrons d'une fascination envers l'Occident qui fait que lorsque l'un des nôtres, entre guillemets, est fêté en Occident... On l'applaudit, on est content. On l'applaudit par phénomène d'identification. C'est-à-dire, on vit par procuration son supposé succès. Et du coup, si on vient... pour dire voilà sur quoi se repose sur ce succès, c'est-à-dire que derrière ce théâtre rutilant, il y a un monstre d'immondice. Si vous soulevez juste un peu le rideau, c'est pas très reluisant. Du coup, l'identification n'est plus gratifiante et on résiste et on est dans la dissonance cognitive. Et les éditions APIC et Samia Zenadi n'avaient pas peur de mettre les gens dans la dissonance cognitive et de dire voilà en quoi consiste ce miroir aux alouettes. Et Ahmed Ben Saada est en la matière quelqu'un qui décortique très bien ce monde. Absolument. D'ailleurs, il a été l'un des pionniers dans la dénonciation de ce qu'on appelle... Aujourd'hui, presque tout le monde sait, en tout cas tout le monde d'un peu cultivé sait ce que sont les révolutions colorées. Mais en 2011, lorsque lui... il l'a dénoncé. Il l'a dénoncé, il a reçu une volée de bois vert. Absolument. Voilà. Ensuite, il ressort le même ouvrage enrichi en 2016. Bon, déjà, là, à ce moment-là, les gens sont un peu moins sceptiques, même s'il y a des résistances. Mais or, aujourd'hui, on sait tous ce que le rôle délétère de la NED dans les révolutions colorées. Et lorsque vous lisez les rapports de la Rand Corporation, c'est dit en toutes lettres. C'est-à-dire que lui, il a été quand même plus loin. Il dit moi je l'ai lu, je me rappelle avoir lu que des officines rémunéraient les leaders de supposés des révolutions arabes. Alors non seulement ça passe justement par des leaders d'opinion, mais ça passe aussi parce qu'il n'y a pas plus grand leader d'opinion qu'un écrivain finalement. Et donc ça passe par exemple par Kamel Daoud, à qui Ahmed Ben Saada avait consacré un ouvrage, pas à la personne, mais à ses sorties médiatiques. L'ouvrage s'intitulait Cologne contre enquête. Il a été réédité récemment, où il avait montré que lors des événements de Cologne, Kamel Daoud avait sauté sur l'occasion pour stigmatiser les migrants. C'est peut-être une commande aussi. C'est fort possible, mais quand vous savez... Parce qu'une année après, c'est avéré que les musulmans n'avaient rien à voir dans cette affaire. Non, mais que de là où il y a le mélange alcool et fête et promiscuité... musulmans et terroristes, Mais écoutez, tous les clichés qui datent du 19e siècle, et c'est terrible que certains... C'est-à-dire qu'en Occident, on dise de ces gens-là qui sont courageux, à la rigueur, puisqu'ils servent leurs intérêts. Mais que chez nous, certains considèrent que cela relève du courage, alors que c'est de la régurgitation in extenso de discours qui datent du 19e siècle. C'est-à-dire, on est en train, aujourd'hui, au 21e siècle, de régurgiter Ernest Renan, de régurgiter de Sassy, et de régurgiter, etc. Donc, où est le courage là-dedans, mais surtout, où est le supposé esprit novateur? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais revenons à ce monde de l'édition. Elle a quand même, le couple a évolué dans une sphère un peu, on va dire, compliquée. C'est quoi l'édition? Quel regard avez-vous sur l'édition aujourd'hui en Algérie? Écoutez, je vous ai dit, le secteur est en crise structurelle, liée à des conditions d'abord économiques et puis aussi aux enjeux justement politiques et idéologiques. Mais ça n'a jamais arrêté Samia et Karim qui... d'ailleurs, en parlant de Renan, justement, eux avaient publié des ouvrages qui permettaient de voir ce recyclage-là. Vous avez par exemple Olivier Lecourt Grand Maison qui est publié chez APIC avec l'Empire des hygiénistes et avec le dernier ouvrage de Lecourt Grand Maison publié chez APIC s'appelle Ennemi mortel. Je me rappelle pas très bien ce titre, j'ai pas envie de le massacrer, mais France coloniale et politique. Islam et politique coloniale en France. Et donc où il montre comment l'islamophobie savante s'est développée en France et qu'elle est venue appuyer le colonialisme. J'insiste beaucoup là-dessus parce que voilà, Samia avec Karim avait à cœur justement de donner les armes aux lecteurs algériens pour ne pas se laisser berner. Et quand vous voyez leur catalogue, c'est écrit en toutes lettres.
C'est-à-dire, vous prenez ce que dit Saint-Saëns, vous comparez avec Renan, c'est à peine si vous changez une virgule percée et une reformulation par là. C'est du copier-coller. Vous prenez ce que dit Daoud, ce que dit Renan ou d'autres qui sont cités dans l'ouvrage, etc. Vous prenez la littérature coloniale de 1900 à 1930 et vous prenez ce que régurgitent aujourd'hui leurs héritiers locaux, les nôtres avec entre guillemets, c'est du copier-coller. Et Samia et Karim nous ont permis de faire ce travail-là. C'est-à-dire, le Sharaf, ce travail que le Sharaf appelait de ses voeux, le Sharaf disait il faut rééditer la littérature coloniale pour qu'on puisse l'étudier. Parce que sinon, lorsqu'ils vont nous régurgiter les mêmes poncifs, on va croire que c'est nouveau, etc. Alors que c'est du pur copier-coller. Aucune innovation, aucune intelligence, aucune complexité de la pensée. Il y avait le Sharaf qui avait attiré l'attention et le Sharaf a fait un travail pour dire que cette nation existait avec des noms et des lieux. Oui, bien sûr. C'est très intéressant. Et Rachid Boujdara a attiré déjà notre attention en 94, à propos de Saint-Saëns. Oui. Il disait ce qu'il y a dans le livre, son premier roman. Non, alors c'était pas en 94 parce que l'ouvrage n'était pas encore sorti. C'était alors en 2014. Voilà, le Serment des barbares est sorti. Des barbares est sorti en 1999. C'est ça. Voilà, et c'était un ouvrage qui déjà en 1999 distillait un mépris, absolument. Une haine. Donc, il a attiré notre attention, mais on a l'impression qu'on n'écoute pas nos intellectuels, on n'écoute pas quand même des gens éclairés comme Boujdara. Non, c'est-à-dire qu'on a besoin que nos intellectuels passent par l'amplificateur de l'Occident. Venant d'ailleurs, d'outre-mer. Voilà, mais moi, pendant le SILA, je suis au stand des éditions Impic et je vois, parce qu'au départ, je me disais que c'était des problèmes d'ordre économique seulement. Le livre est cher, etc., etc. Or, ce SILA, par exemple, j'ai passé presque tout le SILA au sein des stands des éditions Impic, au milieu de chefs-d'œuvre de la pensée et de la littérature et de l'esthétique. Et les lecteurs étaient très, très sporadiques. C'est-à-dire, en plein génocide, vous voyez, moi je croyais que Ilan Pappé allait être dévalisé. C'est à peine si 1 ou 2 exemplaires se sont vendus pendant 10 jours de SILA. Je me suis dit, bon, les gens sont fauchés, c'est la crise, etc., etc., c'est la crise mondiale, le pouvoir d'achat, etc. Or, Samia et Karim, qui ont tissé des liens et des amitiés avec tout le monde, reçoivent des visites de partout. Et j'entends les gens dire, écoutez, l'avant-dernier jour, Actude est dévalisé. Il n'y a plus presque de livres chez Actude. Éditeur français. Or, vous prenez... avec l'éditorial quand même assez... Non, il n'y a pas de problème. La ligne éditoriale, il y a à boire et à manger dedans. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est... Vous prenez un livre de 500 pages chez Actude, il fait 2200 dinars. Vous prenez Ilan Pappé, il fait 1500. C'est un ouvrage incontournable pour l'histoire de la Palestine. Mais avec des slogans de stade. Quand même. Il faut être... voilà. Et donc, il y a aussi ce souci-là du lectorat algérien qui n'est pas à la mesure de certains enjeux. Très bien, très bien. Allez, on va terminer. Une anecdote avec Samia. Moi, je rejoignais le SILA et, en sortant soit de l'enseignement, soit de la télévision. Et j'étais en hypoglycémie. Je la saluais, je la prenais dans mes bras, je lui faisais la bise. Parce que c'était toujours pour moi un plaisir de la retrouver. Et tout de suite, avant même de commencer à discuter, elle avait toujours pour moi un paquet de biscuits parce qu'elle savait que je venais directement du travail aussi là. Donc, elle avait toujours cette attention. Elle était maternelle, c'était une grande sœur pour moi. Et j'ai perdu, avant de perdre une éditrice, j'ai perdu une camarade de lutte parce que nous luttons pour que ce pays ait la place qu'il mérite à tous les niveaux, que sa littérature brille, etc. Et j'ai perdu aussi une grande sœur. Et nous avons tous perdu une patriote et une femme d'une très grande bienveillance, d'une grande intégrité. Merci beaucoup. Et nos amis éditeurs m'ont dit, avec Rostom Jawed Touati, vous avez la personne indiquée pour lui rendre hommage. Cet auteur est très proche. Et pourtant, Samia Zenadi. Et pourtant, ça reste très en dessous de ses mérites. Bien, on a l'habitude maintenant de terminer notre émission avec un questionnaire. Mer ou montagne? Mer. Saison préférée? L'été, puisque mer. La couleur? Noir, ça va, merci. Le pays où vous aimeriez passer les vacances?
Ah, La mer. Voilà, l'Algérie, j'aime bien. J'aimerais déjà découvrir mon pays. On se bat ça. Votre passe-temps préféré, Passe-temps, j'aime pas ce terme, mais en tout cas, votre passion. ma vie se partage entre la littérature et le sport. Bien, votre plat préféré, Ah, alors, en ce moment, les lasagnes. Parce que ça Ouais. fluctue. le fruit, Le fruit, la pomme. votre livre de chevet. En ce moment, Oui. c'est Dominique Olozurdo, Nietzsche, le rebelle aristocratique. Je suis en train de le repotasser parce que je vais faire un essai sur Camus pour régler une bonne fois pour toutes cette question. Vos auteurs préférés, algériens, bien sûr. Bah, vous avez l'immense Mohamed Dib, Mouloud Mamri et puis Malk Haddad qui pour moi Est à redécouvrir. est à redécouvrir constamment. Oui. Bien, si on fait un hommage à Malik Haddad, vous serez parmi... Ce sera, Vous n'êtes pas le premier sera à un honneur pour avoir moi. cité Malik Haddad. Hein. c'est une plume absolument incroyable et c'est le seul qui réussit à cette gageure d'être constamment dans l'émotion sans jamais tomber dans le sentimentalisme. Étrangers, vos auteurs étrangers. Ah, vous avez Garcia Marquez, vous avez Balzac, vous avez... oh, la liste est longue. Hein. Allez, c'est long. Alors, la chanson préférée, celle que vous pouvez écouter en boucle. Celle que je pourrais écouter en boucle, en ce moment, je redécouvre Aziza Mustafa. Donc c'est une pianiste azerbaïdjanaise et donc il y a un superbe album que vous devriez diffuser d'ailleurs en boucle aussi qui s'appelle Dance of Fire et c'est juste un chef-d'œuvre. Ah, c'est bien, on va écouter ça. Votre chanson préférée? Ma chanson préférée, il y a une très belle chanson de Dahman Al-Harashi que je redécouvre parce qu'elle a bercé mon enfance et là je la redécouvre. Elle est très simple, comme très souvent chez Dahman, mais il y a aussi une émotion comme ça, très contenue, le haraka ou sukun. Ça s'appelle comment? Le haraka ou sukun. Je connais pas. Alors, votre chanteur? Bah, en ce moment, oui, c'est Dahman Al-Harashi. Dahman Harashi. Je Le redécouvre mot cette que chanson. vous détestez? Ah, tout dépend de l'usage, mais l'acheter, je dirais. L'acheter. L'expression que vous aimez, en arabe ou en français. Hein. Fiha khair. Votre devise pour la vie? Fiha khair. Faire khair. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup, Jawad Rostom Touati. Touati, bien sûr. Bah, parce Amis que comme on se auditeurs. connaît, il m'appelle que par mon prénom, donc ça arrive. Hein. Bien sûr. Je vous dis donc à la semaine prochaine avec d'autres invités. Je vous rappelle que l'émission est rediffusée le dimanche de 22h à 23h, qu'elle est réalisée par Kamel Oularbi et c'est animé par votre serviteur, humble serviteur, Abdelkrim Tazarout. Bon week-end.